À la ronde, mesdames, messieurs, bonsoir peuple d'Afrique, recevez toutes nos salutations chaleureuses. Vous êtes sur Ouro Africa, votre espace panafricain chaque lundi lorsque les 21h à Yaoundé au Cameroun. Et justement, ce soir sur Ouro Africa, nous évoquons une problématique importantissime qui touche de près la vie des populations. Nous parlons du Parlement. Je parle ici du Sénat, je parle ici de l'Assemblée nationale, deux instruments censés porter les désirata des populations en instaurant un pouvoir capable de supplier les manquements de l'exécutif. Ce soir, on va justement revenir sur le Parlement. Est-ce que c'est une nécessité en Afrique lorsque l'on sait que certaines républiques comme le Sénégal, on se souvient du tout premier acte du président Macky Sall qui lui a décidé de dissoudre le Sénat. Est-ce que le Sénat ou alors le Parlement de façon plus globale est une nécessité sur le continent africain? Nous ne manquerons pas de dire un mot sur la récente déconvenue du côté de la France et de la République en marche où justement le président français lui il a pris sur lui de dissoudre tout simplement l'Assemblée nationale. Vous êtes sur Ouro Africa, mesdames, messieurs. Merci pour la confiance. Je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, et justement pour nous accompagner au cours de cette réflexion qui nous porte vers le Parlement en Afrique. L'équipe type quasiment au grand complet ce soir sur Ouro Africa. Je commence par Paul-Stéphane Menunga, notre politologue, qui va certainement nous expliquer de quoi il en retourne lorsque l'on évoque le Parlement. Paul-Stéphane, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir à tous les téléspectateurs et internautes d'Info TV et particulièrement d'Ouro Africa. C'est toujours un privilège d'être convié à cette émission. Paul-Stéphane, nouvel instant, nouvelle rubrique entre guillemets. Vous avez votre minute pour revenir sur un sujet qui vous aura interpellé et qui peut peut-être susciter l'attention de tous les panafricanistes qui nous suivent. Oui, le sujet qui a retenu mon attention est un sujet peut-être qu'on n'a pas parlé dans un média. Ça concerne le carrefour Coron. Quand vous êtes à Coron, là, je vais utiliser le langage du quartier, pour que même ceux qui sont au quartier me comprennent. Quand vous êtes au carrefour Coron, c'est en train de devenir le deuxième carrefour Caca. Et c'est vraiment désagréable. L'eau là coule partout. Et à ce même carrefour, quand même, ce qui est curieux, c'est que le maire envoie les gens arrêter les motos. Donc il envoie seulement les gros bas arrêter les motos. Il ne voit pas que le carrefour est en train de devenir un carrefour Caca bis. Il faudrait vraiment qu'on arrête ça, qu'on se soucie des Camerounais. Parce que quand vous passez là, en réalité, si vous avez une santé fragile, je vous assure que après avoir traversé cet endroit, vous pouvez faire une chute ou une rechute. Donc vraiment que le maire de cette localité trouve le problème par rapport à ce deuxième carrefour Caca bis qui est en train de se développer ou qui est en train de se déployer ou se créer au niveau du carrefour Coron. Merci Paul-Stéphane Menunga. Nous sommes là dans véritablement les turpitudes en termes de management dans la ville de Yaoundé. Merci pour votre minute. Nous sommes là en train d'évoquer la situation critique en termes d'infrastructure de la capitale camerounaise. Je m'en vais vers mon extrême gauche avec un autre titulaire majeur de Ouro Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok, une fois de plus, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, bonsoir au PDG, bonsoir à toutes les équipes techniques qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir nous permettre
de communiquer avec le monde. Donc voilà, merci pour l'invitation et j'espère, par la grâce de Dieu, pouvoir être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Vous avez votre minute, Jean-Moïse Mbok. Alors, je vais commencer pour ma minute au Cameroun en saluant les Lions indomptables pour la victoire qu'on a tous célébrée de toutes les façons, en continuant à les exhorter de rester dans la même dynamique à Luanda. Naturellement, je vais saluer Samuel Eto'o-Fils et je vais atterrir à Cuba avec les missiles, les bateaux, les bateaux russes qui vont débarquer à Cuba. Et il faut bien rappeler que c'est des bateaux à charge nucléaire qui sont pour certains une réponse de la Russie aux États-Unis, oui, qui aujourd'hui permettent à l'Ukraine non seulement d'être armée, d'être financée, mais de pouvoir attaquer la Russie sur son sol. Parce qu'au départ, il était uniquement question que l'Ukraine se défende. Maintenant, il y a une action qui se mène sur le terrain avec l'appui de la France, de l'Allemagne notamment, l'Angleterre aussi. Donc, c'est une situation qui est préoccupante. Et il faudrait que les pays africains prennent quand même conscience que l'avenir du monde est en train aussi de se jouer de ce côté. Parce que si on passe à la guerre nucléaire, les choses vont se compliquer sur tous les continents. Au Moyen-Orient avec l'Iran, Israël, en Asie avec la Corée du Nord et notamment en Afrique avec tous les alliés russes qui sont déjà fortement prononcés, notamment à l'AES et les autres pays qui soutiennent l'Occident. Donc, on est là en train de vivre une situation qu'il faut vraiment suivre de près, qu'il faut organiser. Comme quelqu'un disait, pourquoi ne pas finalement donner à l'ONU de jouer son rôle, qui est celui d'appeler tous les belligérants à un dialogue, au lieu de financer une guerre stupide comme celle-là, alors qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde qui ont besoin d'aide. Autre mesure, l'Afrique a toujours demandé l'aide au développement, oui, mais on préfère financer la guerre. L'Afrique a demandé qu'il y ait certains appuis pour leurs différents projets, je rappelle, pour le bien-être des humains. Non, on préfère financer la guerre, détruire les hommes, laisser ce qui se passe, Israël, Palestine. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils gagnent à l'interne. C'est une façon pour moi de dire si les autres ont perdu la tête, que l'Afrique ne perde pas la tête. Merci Jean-Moïse Mbok. Je m'en vais vers mon extrême droite avec notre docteur Jean de Dieu Evouna, expert en sciences sociales, qui une fois de plus est parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Mbarga. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs un peu partout en Afrique. Vous avez votre minute. Ma minute s'adresse à deux pays voisins qui sont des pays importants pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Il s'agit du Niger et du Bénin qui sont depuis un certain temps dans un bras de fer. Je voudrais m'adresser comme ça aux autorités de ces différents pays de pouvoir trouver un terrain d'entente par rapport aux influences extérieures qui voudraient mettre le feu. Déjà que depuis les problèmes avec la CEDEAO, le Bénin a essayé de retrouver comme étant la face de, comme je dirais, comme la face, le visage public de la CEDEAO pour faire face à la résistance du Niger. Aujourd'hui, c'est des policiers nigériens qui sont pris, qui ont été arrêtés par la police, la douane béninoise, qui, d'un autre côté, le Bénin, qui juge que qu'il est temps d'ouvrir la frontière, le Niger qui dit non. Vraiment, nous ne voulons plus un autre terrain de conflit. Nous en avons déjà assez. S'ils peuvent nous écouter, nous sommes assez matures en Afrique pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'entendre. Il est temps que ce jeu macabre s'arrête et que la paix, la concorde reviennent entre ces deux peuples qui sont des peuples frères. Merci Jean de Dieu Evouna. Quatrième invité qui répond présent, homme politique de l'Union des populations du Cameroun, Roland Parfait Baudet. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane. Je vous retourne la gentillesse et la politesse en vous disant également bonsoir
Une fois de plus, merci de l'honneur que vous faites à l'Union des populations du Cameroun à travers mon invitation. Et vous savez que l'Union des populations du Cameroun a toujours répondu présent à chaque fois qu'elle a été invitée par vous. Merci. La minute, un sujet, ou alors à l'UPC, tout est tranquille. Non, je voudrais, si je puis parler, je ne prendrai pas une minute, mais je dirais tout simplement que le sport enseigne des vertus, et l'une des vertus du sport, c'est le fair play. Et ces derniers temps, chez nous au Cameroun, malgré que le docteur Ivona trouve que l'Afrique est suffisamment adulte et majeur, mais le Cameroun ces derniers temps fait preuve de beaucoup de manque de fair play dans la gestion de ces athlètes. Je voudrais parler spécifiquement du football. Tout ce qu'on nous sert ces derniers temps-ci entre le MINSEP et la FECAFOOT, je ne voudrais pas parler de vertu, mais que dirais-je? Je veux dire que c'est de la honte. Le sport est un sport de fair play. Au sport, c'est le fair play. Et lorsque le fair play a foutu le camp, il ne reste plus rien. Merci. Donc, je souhaite que les uns et les autres rentrent et qu'ils exaltent cette vertu-là. Parce que nos enfants à la maison regardent ça et je ne sais pas ce que nous leur enseignons à travers ça. Je ne sais pas comment demain nous leur parlerons, ce que nous leur dirons avec tout ce spectacle qu'ils vivent là. Merci Roland Parfait Baudé pour votre minute. On va dire bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de Bastos. Monsieur Omba, Paul Stéphane nous dit que le fan club du côté de Bastos est connecté. Merci à vous et soyez attentifs aux développements qui seront faits sur ce plateau de Ouro Africa. En introduction, cher monsieur, juste pour se mettre en condition, on va ensemble dire un mot sur une nouvelle qui ne nous vient pas du continent, mais qui nous vient de France, avec cette déconvenue de la République en marche, le mouvement qui accompagne le président Macron. Ils ont été copieusement battus aux élections européennes par le Rassemblement national de Marine Le Pen. En un mot, Jean-Moïse Mbok, on se rend compte que sur le continent européen, l'extrême droite est en train de monter en puissance. Est-ce là un message que les Africains devraient lire, puisque l'on sait que dans ces formations politiques-là, la question migratoire est essentielle et elle capte tous les votes. Est-ce que c'est un message qu'on envoie aux Africains que restez chez vous, vous n'êtes plus les bienvenus? Non, moi je crois qu'il faut dire que l'ouverture qui avait été faite aux Africains avant était adossée sur la spoliation de nos biens. Ils avaient accès à nos richesses, à nos biens, à nos territoires et pouvaient même organiser notre gouvernance. Aujourd'hui, l'Afrique montre bien qu'elle freine des quatre fers, elle arrête la saignée brutale, eux aussi doivent vivre. Donc pour pouvoir vivre, il faut tenir un discours de franchise, alors que Macron et compagnie mettent l'accent sur le développement des mœurs, et vous comprenez ce que ça comporte. Les autres sont quand même sur un terrain de la réalité. Avec cette population qui s'accroît, on n'a pas de véritable recherche en interne. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Donc l'extrémisme n'est pas toujours une méchanceté. Il y a aussi un volet du protectionnisme, et qui est naturel. Mais le message ici, et moi je suis content de ce message, oui, c'est que les Africains comprennent que personne ne va nous développer si ce n'est nous-mêmes. Il est donc temps que les cerveaux qui sont allés réalisent qu'il va falloir tôt ou tard rentrer, mais faire de leur savoir, de leurs expériences, des services pour pouvoir développer l'Afrique. Donc aujourd'hui, l'Europe, et notamment la France, dit on n'a plus accès à vos richesses, essayez de limiter vos venus ici. Le message il est clair. Oui. Maintenant que nous fermons aussi les vannes, il faudrait bien, tôt ou tard, et on parlera de ça dans le prochain sujet, que la gouvernance dans sa globalité et les différentes assemblées votent des lois qui permettent et à la diaspora
et à nos expertises extérieures de venir se déployer ici. Ce n'est pas du tout un problème. C'est un message que l'Afrique doit bien comprendre. Merci Jean-Moïse Mbok. Paul-Stéphane Menunga, est-ce que vous êtes sûr que sur le continent africain, on comprend la portée de ces messages? La droite extrême gagne dans tous les pays européens pratiquement. Est-ce que les Africains comprennent le message sibyllin qu'il leur a envoyé? On ne veut plus de vous ici, puisque c'est le fonds de commerce sur lequel surfent ces partis. Peut-être c'est ma mère qui ne comprend pas parce qu'elle n'était pas à l'école, mais ceux qui nous dirigent comprennent. Ils comprennent très bien le message, mais la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont réagir par rapport au message? Exact. C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Parce que, j'ai envie de dire, on les qualifie d'ultranationalistes. Et il faut savoir que c'est normal de vouloir se protéger. Parce que le sentiment que nous-mêmes on a aujourd'hui, c'est qu'on a été exploité ou on continue d'être exploité par certains pays que je ne vais pas citer ici. Et c'est normal qu'à un moment on dise qu'on ne voudrait plus être exploité. C'est un peu la même chose qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on condamne sans se mettre à la place des autres. Maintenant, ce que nous on doit faire aussi, c'est trouver des solutions. Et ces solutions résident uniquement dans l'implémentation de la bonne gouvernance, la bonne redistribution sociale des richesses. Que des gens cessent de s'accaparer des richesses qui doivent être redistribuées à construire des duplex, des complexes qui ne vont pas créer des emplois pour des jeunes Camerounais, qui ne vont pas permettre que les Camerounais aient de l'eau potable, aient de l'électricité, qu'on n'ait plus des carrefours Kakabis comme au carrefour Coron. Donc voilà le véritable problème aujourd'hui, parce que j'aime souvent, quand on parle des questions migratoires, j'aime souvent utiliser le proverbe Boulou, qui dit que ça vin vaille, qui n'aime pas le bien. En réalité, le premier élément qui motive les gens à aller vers la migration, c'est la recherche du bien-être. C'est un élément naturel. Je vous dis, mettez les conditions au Cameroun qui feront que le SMIC soit par exemple à 100 000 francs et que ce soit respecté. Je vous dis, très peu de personnes chercheront à quitter le Cameroun. Et je causais encore avec un ami hier qui ne vit pas au Cameroun, un ami, et il me disait, moi si j'ai 400 000, je ne sais pas ce que je vais aller faire en Europe. Si je pouvais gagner 400 000 francs dans mon pays, je n'irai jamais en Europe. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est nos gouvernants qui doivent mettre des politiques publiques qui vont répondre aux questions migratoires. Parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de nous servir, ils sont simplement en train de nous dire que dorénavant, il faut apprendre à rester chez vous. Merci. Simplement. Merci Paul-Stéphane Menunga. Roland Parfait Boudé, on a l'impression que l'Europe est en train de se refermer. On a l'impression que la question migratoire devient le principal instrument de communication des politiques européens. Vous, politiques africains, est-ce que vous saisissez ce message? Et peut-être quelles sont les réponses que vous pourriez y apporter à partir du moment où les partis extrémistes ne font que gagner en Europe, à partir du moment où le Rassemblement national de Marine Le Pen vient de laminer quasiment la République en marche d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous percevez ces messages et quelles sont les réponses que vous pourriez apporter? Je voudrais tout d'abord que nous remplacions le terme, vous avez dit extrémiste, par conservateur. Ouais. Lorsque nous avons donc remplacé le terme extrémiste par conservateur, et nous naviguons donc sur le terme conservateur. La conservation, c'est quoi? C'est d'abord les valeurs morales ancestrales, les valeurs morales historiques d'un et des deux vient donc l'extrémisme. Parce que lorsque je conserve mes valeurs traditionnelles, mes valeurs morales, vous qui arrivez chez moi, vous ne pouviez pas vous adapter. Vous ne pouviez pas vous actualiser à ça. Remarquons que l'Europe a été gouvernée ces 50 dernières années par la gauche, par le centre, et de temps en temps, éphémèrement, par la droite. Par exemple, en France, on a vu Chirac. Remarquons qu'en Europe maintenant, les mouvements qui ont le vent en poupe, c'est les mouvements nationalistes. Oui. Et on leur attribue
L'extrémisme. Des épithètes ultra... Est-ce que ces attributs ne sont pas éprouvés? Est-ce que c'est pas ça le fondement? C'est des Lorsque vous attributs. observez le projet de société de Marine Le Pen, par exemple, ou de son père, Jean-Marie Le Pen, et de toute la galaxie de l'extrême droite, et avec Marion Maréchal, Jordan Bardella aujourd'hui président, est-ce que vous ne sentez pas ce vernis migratoire profond sur lequel ils surfent pour avoir et capter et parfois la détresse des Français qui estiment, à tort ou à raison, que c'est l'étranger qui leur vole leur travail? Non, écoutons. Ils disent la France aux Français. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous disons le Cameroun aux Camerounais. Moi, je ne vois pas une trop grosse différence. La différence, c'est ceux qui voudraient voir le contraire. Parce que moi, j'ai choisi le nationalisme. Je suis un fidèle, un disciple attentionné de Wanji, de Ruben, de Sendafana, de Abel. Ils nous ont enseigné que le Cameroun doit revenir aux Camerounais. Ils nous ont enseigné que nous devons être les premiers bénéficiaires de nos richesses à travers la première phrase de notre texte fondamental qui dit grouper, unir les populations de ce pays en vue de promouvoir leur standard de vie. Vous comprenez ça? On va en 1, 2, 3 étapes. La première étape est de comment? Grouper. La deuxième, c'est de les unir. Quand on vous a groupé, maintenant vous êtes groupé, on vous amène à être un. Et quand vous êtes un, on promeut donc le standard de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à actualiser cette vision de 48 en 2024? Je ne pense pas. Parce que nous avons intégré beaucoup de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et lorsqu'aujourd'hui, des leaders, par exemple de notre pays, se lèvent, ils ont peur de prononcer le mot, de dire non. Non. Le Front National en France a dit non, nous ne voulons pas des étrangers. Ils le disent. Jean-Marie Le Pen l'a dit depuis une trentaine d'années. Sa fille a pris le relais. Elle l'a dit. Voilà Jordan Bardella qui arrive. Il le dit. Nous aussi, on doit être à mesure de dire que les richesses du Cameroun doivent d'abord appartenir aux Camerounais. Prenez notre forêt. Prenez notre forêt. Moi, je ne sais pas si si quelqu'un consomme la forêt chez nous. Hein, allons chez nous. J'ai une expérience de la société qu'on appelle Ecam Plaquage à Malmayo. Mais je ne sais pas. Vous allez parcourir 1 million de maisons au Cameroun. Vous ne verrez jamais le plaquage. J'avais eu un entretien avec l'un des directeurs généraux. J'ai oublié son nom. Il s'appelait un Italien. En 2000. Il m'a dit, nous ne faisons pas de publicité parce qu'en Afrique, nous avons 0,01% de clientèle. Alors pourquoi faire de la publicité? On ne peut faire de la publicité que parce qu'on cherche des consommateurs. Donc il faut faire connaître le produit. Mais non pas besoin de faire connaître le plaquage aux Camerounais parce que les Camerounais n'en achèteront point. Voilà donc une partie de notre fortune qui s'en va en Italie, qui s'en va au Japon, qui s'en va aux États-Unis, en Australie et partout. C'est là-bas qu'ils exportaient notre plaquage. Merci. Vous voyez? Donc moi je dis, je suis très d'accord avec la politique du Front National, que je voudrais également aussi ressusciter le mot d'ordre de mes pères fondateurs au Cameroun. Le Cameroun aux Camerounais. Et c'est cela. Et ça, on va directement à la conclusion. Les richesses du Cameroun au Cameroun. Merci. Le standard de vie. Merci, Roland des Parfait. Camerounais sera On a compris. Jean de Dieu Vouna, le Rassemblement National, ancien Front National, si vous voulez
Parce que c'est que le verdict qui a changé, le contexte reste le même, les acteurs restent les mêmes, les Le Pen sont toujours aux affaires, viennent de faire plier la République en marche d'Emmanuel Macron au régional. Le message, ou alors on se pose toujours la question, est-ce que les Africains saisissent le message qui est envoyé par les opinions européennes? Est-ce qu'ils sont parvenus à décrypter ou à déchiffrer? Et pire encore, ou alors meilleur encore, est-ce que les leaders africains saisissent ce message? Le message n'est pas celui à l'encontre du RN, de Marine Le Pen. Le message est celui de l'idéologie néolibérale qui échoue partout en Europe. L'idéologie néolibérale, c'est quoi? C'est qu'on diminue le pouvoir de l'État et les lobbies contrôlent les richesses, les ressources et même la population par les moyens mafieux comme la communication, les médias et la prédation des richesses sans pouvoir les redistribuer. C'est l'échec de l'idéologie néolibérale au profit, comme l'a dit M. Eboude, voilà, au profit du nationalisme, du souverainisme, parce que moi je suis souverainiste et nationaliste, qui prend qui contrôle le monde aujourd'hui, parce qu'il faut avouer que le problème entre la Russie et l'Occident, c'est une question existentielle. Certains sont conservateurs, d'autres sont néolibéraux, c'est-à-dire ils s'ouvrent à tout, ils embrassent tout et ils promeuvent des mœurs qui n'ont rien avec les traditions des peuples. Donc, le message est celui de l'échec d'une idéologie qui a créé en Afrique le néocolonialisme. C'est-à-dire quoi? Ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'on peut voir, je l'avais dit ici sur un de nos, lors d'un de nos plateaux où je disais que la sagesse ne rime pas avec la jeunesse, ou bien la jeunesse ne rime pas avec sagesse. Voilà un jeune chef d'État où beaucoup de jeunes en Afrique ont commencé à regarder, à dire, d'autres hommes politiques se sont levés, je suis le Macron de Cameroun, je suis le Macron du Tchad, je suis le Macron de ceci. Voilà un jeune qui vient plomber une puissance européenne en très peu de temps. C'est-à-dire, il arrive, au lieu de s'occuper de son peuple, il est venu en Afrique, il a fait des tours un peu partout pour nous donner des leçons de gouvernance, alors que lui-même, il n'en savait rien. Il s'est levé il y a quelques mois, il a commencé... Jacques Chirac, en ces temps, il aurait fait mieux? Il aurait fait... C'est là le dernier homme d'État français. Après Jacques Chirac, la France n'a plus d'homme d'État. Au lieu qu'il s'occupe de son peuple, qu'il pollue en prenant les impôts pour aller combattre la Russie. Je vous pose une question précise. Je vous réponds précisément. Est-ce que le message a été compris par les Africains? Le message, je parle donc aux Africains. Je parle aux Africains. Les Africains ont compris ce que les Africains doivent comprendre. Leur envoie au travers de ces Voici ce que les Africains doivent comprendre. C'est que nous devons forger notre idéologie, comme vient de le dire notre frère là. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer ni dans le néolibéralisme, ni dans le néocolonialisme. Pourquoi? Parce que l'exemple est simple. Au lieu que tu gouvernes, tu as été voté pour gouverner ton peuple, pas pour gouverner les peuples des gens. Tu coupes les impôts, tu vas payer, tu peux aller combattre un pays continent que tu ne peux pas combattre. Mais c'est un vote sanction, ça veut dire que le pouvoir appartient encore au peuple dans toutes les nations. C'est le vote sanction que nous devons regarder. Nous venons de voir là, ce n'est pas le RN, c'est le peuple français qui dit nos impôts ne peuvent plus être payés pour aller, au lieu de nourrir les générations, de créer des richesses, mais aller pour verser le sang en Ukraine, dire qu'on envoie des troupes, dire qu'on doit bombarder un pays continent qui est première puissance nucléaire. C'est très dangereux, c'est très risqué et je crois que le message est assez clair. Nous, en tant qu'Africains, on n'a plus de référentiel au niveau du néolibéralisme ni du néocolonialisme. Notre référentiel doit être la refondation, ou alors, comme l'a dit M. Eboude, ce que nos pères fondateurs ont laissé comme héritage. Il n'y a que l'unité qui fera notre force. Merci. Il n'y a pas que la France, hein, l'Allemagne même aussi, bien sûr, et qui est première puissance européenne, parce que ça doit nous ramener à comprendre qu'ils ne sont pas les meilleurs. Nous devons définir nos politiques de gouvernance, nos politiques publiques, et qu'il n'y a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit.
Merci Jean de Dieu et Vouna. La chute nous permet tout de suite d'entrer donc vers la thématique qui va nous amener à nous poser la question justement des parlements sur le continent. Est-ce que c'est une nécessité en Afrique d'avoir un parlement? Jean-Maurice Mbok, je commence par vous. Vous êtes acteur de la société civile. Est-ce que vous percevez l'impact du Parlement dans le quotidien et la réalité dans nos pays africains? Vous étiez au Burkina Faso, vous avez fait le Sénégal, vous avez fait le Tchad. Est-ce que vous avez perçu dans ces pays-là l'impact de nos députés, de nos maires, de nos conseillers régionaux dans les stratégies de développement sur le continent? Ou alors, ces entités-là, je parle ici de l'Assemblée et Sénat, ne servent qu'à donner du vernis démocratique à nos États? Il faut rappeler que la logique de gestion des États en Afrique est quand même assez compliquée, au point où le pouvoir législatif, à mon sens, devient simplement un instrument et non une chambre véritable de décision. Oui. C'est un instrument. C'est un instrument où quand même il faut reconnaître qu'il y a des lois qui sont présentées, il y a des lois qui sont expliquées, qui sont débattues, qui sont votées et qui, pour la plupart, sont pour le bien des populations. Donc je ne veux pas être péremptoire sur la question parce que en termes de logique de parlement, les parlements ont leur place, encore que pratiquement tous les pays au monde ont un parlement. Oui. Ça dépend maintenant du parlement bicaméral ou monocaméral, en parlant des deux chambres, parce que le Cameroun a un parlement bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale, d'autres pays ont un parlement monocaméral, mais le but du Parlement étant justement de traiter les questions de la population et de prendre des décisions en haut lieu pour le bien de ces populations-là. Dans un pays normal, comme le Sénégal, on a vu le Parlement dire que là, on n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner, ce qui a facilité au niveau des juges et des différents décideurs de prendre des mesures qui étaient salutaires pour la nation. On a aussi vu le président Macky Sall arriver et tout de suite il dissout le Sénat. C'est une très belle, c'est une autre lecture de ce que je disais. Dans des pays où le fonctionnement est normal, le Parlement est une force. Oui. Dans des pays où le fonctionnement n'est pas normal, le Parlement est un instrument. Malheureusement, le Parlement dans beaucoup de nos pays africains est un instrument au service de la gouvernance en place, au service du pouvoir exécutif en place. Ça fait donc que, bon, on le dit souvent qu'on pourrait, mais dans beaucoup de pays africains, le chef de l'État est le premier tout, hein. Il est le premier parlementaire, il est le premier, premier ministre, il est le premier sportif, il est le premier ci, premier ça. Moi, je pense que on ne doit pas aujourd'hui simplement questionner le rôle ou l'action du Parlement, mais on doit questionner le leadership des nations dans sa globalité. Qu'est-ce que ces leaders veulent? S'ils sont sincères pour le bien des populations vont bénéficier. S'ils ne le sont pas, les chambres, le Sénat qui est censé non seulement représenter le développement territorial, oui, mais aussi donner son avis sur les lois, on ne sent complètement pas le Sénat sur la question du développement local. Pourtant, si vous allez fouiller, il doit y avoir des textes de loi, des projets de loi qui sont présentés, qu'ils ont débattus, qu'ils ont expliqués, mais le citoyen lambda n'arrive pas à ressentir cette action ni dans son panier, ni dans une communication franche. Combien racontent les sénateurs? Les sénateurs, pour la plupart dans ce pays, se prennent pour des vice-dieux. Ils sont des vénérables. Et ça, je ne parle que du Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Les députés, par contre, la majorité sont plus proches parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller vers ces populations et d'échanger avec. Donc, le problème, ce n'est pas forcément le Parlement dans son entendement premier. Il a été très bien pensé. C'est pour que les populations qui ont des besoins, qui ont des problèmes, qui ont des défis, puissent les poser à leur relais, qui eux sont des législateurs et peuvent voter des lois qui sont salutaires. Je sors en disant simplement que en Afrique, le modèle des parlements a commencé par l'arbre à palabre, qui consistait justement à traiter des questions locales, des villages, des familles, et mettre en place un développement. C'est arrivé dans la logique occidentale avec ce qu'on appelle les assemblées,
Jusque-là, ça a un sens. Seulement, à quoi nous sert un député qui ne peut pas défendre valablement sa zone, son village? On parlait des camps de placage tout à l'heure. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui sont dans des régions, qui sont dans des zones qui ne profitent pas aux riverains. Dès que le député est saisi et qu'il essaie d'en parler en assemblée, on lui dit tu es minoritaire. Donc finalement le Parlement, et on a assisté à une querelle où on disait que c'est la loi du nombre et non la loi du droit. Vous vous souvenez, c'est passé chez nous ici, Cabral Libi et son enseignant qui lui disait qu'il est du RDPC et c'est le nombre qui fait la loi. Et Cabral qui disait mais non, il y a des textes qui font la loi. Donc aujourd'hui, les parlements sont biaisés, les parlements vont un peu dans tous les sens et il faut donc un leadership, un chef d'État qui repense ça, qui donne les véritables pouvoirs à ces différentes chambres-là. Là, les populations vont bénéficier. En l'état, les populations ne savent même pas ce que les gens là font, ne sont même pas informés de leur travail. Et parallèlement, on peut le dire qu'elles ne bénéficient pas effectivement de ce qui est fait dans ces différentes chambres-là. Merci Jean-Moïse Mbok. Pour Stéphane Menunga, le Parlement, ça ressemble à une mythologie sur le continent pour les populations. On a l'image de députés là, avec de grosses berlines qui roulent carrosse, qui sont parfois vedettes sur les réseaux sociaux, mais dont on peine à trouver la moindre action sur le terrain, à part quelques tournées, comptes rendus évanescentes. Est-ce que le Parlement, tel qu'il est conçu sur le continent, peut profiter aux populations? Vous faites bien de poser votre question en demandant si tel que le Parlement est conçu en Afrique, est-ce qu'il peut être bénéfique aux populations? Mais avant de répondre, je veux commencer par dire qu'il faut savoir que le Parlement a toujours existé en Afrique. Ça ne s'appelait peut-être pas Parlement, mais il y a des civilisations africaines où on parlait du mancrado. Ça veut dire qu'il était toujours là pour faire ombrage au souverain, pour que le souverain n'ait pas un pouvoir absolu, ou pour contester ses décisions, pour qu'il prenne des décisions qui vont à l'encontre du peuple. Et il pourrait s'apparenter à un conseil notable? Exactement. Si on parlait de mancrado, ça veut dire que c'était toujours eux qui étaient là pour dire au souverain qu'attention, la décision que vous voulez prendre là, monsieur le souverain, ce n'est pas pour le peuple que vous voulez prendre, ça c'est pour vous-même. Donc, personne n'a eu un pouvoir absolu, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Généralement, c'était un oncle, justement, quelqu'un qui a une certaine autorité sur lui. Donc, le Parlement a toujours existé en Afrique, parce qu'il constitue ce qu'on appelle un contre-pouvoir, même si l'éducation occidentale a voulu nous faire croire que ce serait Montesquieu qui aurait créé la théorie de la séparation des pouvoirs. Elle a toujours existé en Afrique. Et je vais donc évoluer en disant que quand vous prenez donc par exemple le cas du Cameroun, parce que ça peut être un cas qu'on peut étudier par rapport à votre thématique, vous allez vous rendre compte que le véritable problème du Parlement camerounais est lié à son système politique. En réalité, ce n'est pas l'institution parlementaire qui pose problème, mais c'est le système politique camerounais qui est monocratique. C'est-à-dire un système où tout se résume à la volonté du président de la République. Un problème qui peut trouver solution au Parlement, on attend que le président de la République prenne une décision. Prenons le cas du Nozo. On vous dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et quand vous faites une étude approfondie des lois qui structurent la décentralisation, vous vous rendez compte que le Sénat est en même temps acteur et moteur de la décentralisation. Ça veut dire que le Sénat a l'initiative des lois en ce qui concerne la décentralisation et a la capacité de veiller à ce que ces lois soient appliquées. Mais regardez ce qui se produit. En 2019, il faut que le président convoque le grand dialogue national pour qu'on nous sorte un code de la décentralisation au Cameroun. Ce que le Sénat aurait pu faire sans attendre que le président de la République convoque un grand dialogue national. Ça veut dire que si on avait des sénateurs sérieux, on ne serait pas en train de débattre de la question des 15%. Est-ce qu'on doit transférer? Non. Ils auraient initié une loi qui aurait même dit qu'on va transférer au moins 25%. Et vous allez transférer ça. Parce qu'ils ont cette capacité. Quand on parle de contrôler l'action du gouvernement, ça veut dire que vous avez les moyens. On a parlé de la France ici. Parce qu'on est quand même dans un régime, même si je dis souvent qu'il n'est pas parlementaire, on est quand même dans un régime où le Parlement a la capacité quand même d'initier une motion de censure. De faire des propositions. Je dis même une motion de censure, ça veut dire quand le gouvernement ne produit pas les résultats escomptés et qu'on a fait un contrôle de l'action du gouvernement, on initie une motion de censure.
Mais le véritable problème, c'est que nos parlementaires, au lieu d'être au service du peuple, ils sont au service d'un parti politique. Quand on prend le cas du Cameroun, ça veut dire qu'ils sont au service de la discipline du parti. Ça fait donc quoi? Au lieu de contrôler l'action du gouvernement et dire au ministre des Travaux publics que mon gars, comment on fait pour goudronner une route Yaoundé-Simalène en 11 ans? Quand même, explique-nous ça. Il ne peut pas poser la question, il ne peut pas initier les actions de contrainte parce que quoi, la discipline du parti. Et en même temps, parce qu'il faut revoir même la structuration du parlementaire et ça allait m'échapper. Pourquoi les parlementaires continuent à aller s'asseoir dans les ministères pour faire les marchés publics? Avec ça, vous allez contrôler l'action du gouvernement comment? Donc, en réalité, je vais simplement sortir pour mon premier jet en disant que le problème du Parlement en Afrique, ce n'est pas la structure ou le Parlement lui-même qui fait problème. Ce sont les hommes qu'on y retrouve et le système politique. Parce que ce qui est vrai pour le Cameroun est vrai pour la plupart des pays africains. Ce sont des systèmes monocratisés où tout se résume à la volonté du chef de l'État. Ce qu'un parlementaire peut résoudre, il attend que ce soit le gouvernement qui initie la loi. Ce qu'un sénateur peut résoudre, il attend que ce soit le gouvernement qui initie la loi. Parce qu'il a peur. Et je sors avec une anecdote. Dernièrement, je lisais la loi qui encadre l'audiovisuel, parce que quelque part aussi je suis un enseignant, et j'étais en train de donner cours, et j'ai donné le décret aux étudiants, ils étaient en train de lire, et on se rend compte qu'en réalité il y a les coquilles dans le décret. Ça veut dire que 180 députés ont lu un texte, et ils ne se sont pas rendus compte que dans le texte de loi, il y a les coquilles. Ça pose quand même un problème. C'est la preuve aujourd'hui par 1000 que c'est une chambre d'enregistrement où on adopte, on a même peur de modifier les fautes. C'est quand même effroyable. Donc 180 députés, vous lisez une loi, 180 personnes. Ils sont pleins récemment aussi que les textes arrivaient une heure On avant. ne va pas laisser le temps. Ça veut dire donc qu'on ne doit plus parler d'adoption des textes, on doit parler d'imposition des textes au Cameroun. Je dis 180 personnes ne peuvent pas lire une loi et ça ressort avec les coquilles. C'est impossible. Merci, Paul-Stéphane Menunga. Roland Parfait Baudé, le Parlement, une nécessité en Afrique. La question se pose. L'exemple sénégalais nous a abondamment fait réfléchir. Le président Macky Sall est arrivé, il a dissous le Sénat et pourtant le pays n'est pas tombé. Les Sénégalais ont continué à vaquer à l'occupation. Le Sénégal a continué à être une démocratie qui s'exprime dans sa puissance. Est-ce que ce cas ne pourrait pas faire légion sur le continent? À quoi nous servent véritablement ces chambres par l'Assemblée nationale, Sénat? Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous leur reconnaissez une certaine plus-value dans la dynamique de croissance de nos régions, de nos villes, de nos sociétés? Stéphane, je voudrais d'abord t'ajouter un peu d'eau dans ton argumentaire. Mais nous vivons un conflit au Cameroun maintenant, au Fekafou de Mitsep. Aucun député du Cameroun, ni sénateur, personne ne s'est jamais prononcé. On attend tout simplement que je vois que le président Cabral Libi a fait une sortie là-dessus pour s'offusquer, mais c'est passé sous silence. On attend tout simplement les hautes instructions, ou alors les hautes c'est une question qu'on fait comment est-ce que le Parlement peut réagir? Non, une enquête parlementaire, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Il peut y avoir une enquête parlementaire. Il peut y avoir une relecture des textes. On a la convention. Justement, la Constitution dit même que l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Ils peuvent revoir ce contrat-là qui fait... Ils peuvent le revoir, ils peuvent relire tout ça et sortir quelque chose qui met tout le monde dos au mur. Mais ils sont absents. C'est une preuve par 4 que chez nous, les députés, c'est pas l'élection, c'est un décret. Et on prend les décrets sur 180 personnes. Chacun représente. Et il y a quelque chose. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, à la base. On dit, on est député de la nation. Mais est-ce qu'un député, je prends un au hasard, du Fundi, est déjà allé s'exprimer dans la Damawa ou à l'extrême nord sur une question d'eau ou sur une question d'énergie électrique? On les voit faire quelques tours avec 3 sacs de riz, des pelles, 5 brouettes, et puis non, ils entretiennent leur électorat et ne font pas
le travail pour lequel ils ont été élus pour le Cameroun. En ont-ils les moyens ou la volonté? Non, attendez. Il y a eu au Cameroun, c'est le Parlement qui a instruit l'enquête Munchipu. Souvenez-vous bien, pour une fois, le Parlement du Cameroun s'était offusqué et ils étaient montés au traîneau. Ils ont instruit une enquête sur la gestion du ministère des Postes et Télécommunications qui était à l'époque dirigé par Père son âme, l'administrateur civil principal, Munchipu. Et à la fin de l'enquête, Munchipu a été condamné, il allait en prison, ce qui avait été louable. Et on a voulu, je voudrais même dire que l'enquête a révélé qu'un mangué avait été abattu à 50 millions. Ouais. Un mangué avait Juste été devant le abattu. ministère. ouais. Oui, juste le mangué qui était devant le Vous ministère. tirez, monsieur Boulay. Oui, c'est l'enquête parlementaire. Je dis l'enquête parlementaire a révélé que les 3 manguiers qui étaient devant le ministère ont été abattus à 150 millions. Puisque c'est ce qui est. Ce n'est pas moi, je ne le dis pas. Je dis ce qui dans a les- dans les été. souches. Comment? Le rapport a été rendu public et tous les Camerounais ont lu et ont su que le ministre, paix à son âme, a abattu un manguier à 50 millions. 3 faisaient 150 millions. Le mangué là, ça donne la vie éternelle. Vous voyez, donc, pour moi, non, c'est ça, c'est des petites choses qu'il faut C'est le savoir. mangué du jardin d'Éden. C'est des petites choses qu'il faut savoir. Et lorsqu'on le sait, pourquoi au jour d'aujourd'hui, les parlementaires ne veulent pas pousser un peu, je ne veux pas dire plus loin, je veux dire simplement 3 cm le bouchon. Dites-moi, est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut échouer les élections chez lui? C'est pourquoi je vous ai dit, c'est des décrets. Dès lors qu'il a une vie, un décret a été pris, il sera président, il sera député et président de l'Assemblée. C'est ça, et c'est tout ça qui fait que les députés ne font, ou alors le Parlement n'arrive pas à faire le travail qui est le sien. Parce que son élection à la base n'a pas été selon les règles de l'art. Maintenant, en ce qui concerne le Sénat, nous nous rendons tous compte sur ce plateau que le Sénat est une décoration. Parce qu'on a dit, comme il faut imiter les démocraties néolibérales et les démocraties occidentales, comme il faut les imiter, ils ont des parlements bicamérales. Alors, il faut aussi que nous en ayons. Moi, je voudrais questionner le plateau. Donnez-moi une action concrète qu'un sénateur a menée ou a posée. Vous avez pris un très bel exemple tout de suite sur le grand dialogue qui a pondu Le code des le collectivités. code des collectivités territoriales. Or, le sénateur est responsable de la décentralisation, puisqu'il est issu des collectivités territoriales décentralisées, c'est de là où il est issu, et il doit être le premier contrôleur. Le sénateur doit même aller dans le bureau d'un maire et dire, je suis venu regarder la gestion de telle chose. Je suis venu regarder telle gestion ici, comment ça se passe, est-ce que les populations sont heureuses, est-ce que les populations sont satisfaites? Non. Donc, pour moi, sans dire qu'ils ne servent à rien, je voudrais vraiment que nos parlements soient ces organes régulateurs de la vie et de la vie des Camerounais et de la vie de la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons aussi trop du panier de la ménagère, du standard de vie qui n'est pas élevé, mais qui est plutôt maigre. Pourquoi le standard de vie est maigre? Quel est le sénateur, quel est le député qui s'est insurgé un matin sur le SMIC au Cameroun en disant, moi j'étais au Congo, j'étais au Gabon, j'étais au Tchad, j'ai vu, ces gens n'ont pas le même niveau de vie que nous, mais leur SMIC est supérieur au nôtre. Pourquoi? Quel est le sénateur ou le député qui peut s'insurger aujourd'hui par rapport au prix à la pompe de l'essence? S'il établit une étude comparative
avec les voisins. Et si nous prenons une étude comparative avec les voisins, nous verrons que c'est le Cameroun qui est le poumon de la CEMAC. C'est le Cameroun qui est le poumon de l'Afrique centrale. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les prix à la pompe sont les plus chers au Cameroun. Les prix du savon sont les plus chers. Le taxi est toujours pris d'une manière ou d'une autre. J'étais avec un frère qui vit au Congo et puis il est venu sans voiture. Cette fois-ci, il est venu par avion. Et on a stoppé. Monsieur Boudé? Non, je prends un exemple. On a stoppé un taxi. Et il dit, ah, j'ai oublié qu'au Cameroun, on bâche. Vous voyez? C'est-à-dire que nous prenons un taxi. C'est vrai qu'ailleurs, on ne fait pas un ça. taxi collectivement. Nous ne prenons pas un taxi individuellement. Ou bien si je suis avec le docteur, nous pouvons prendre un taxi, nous deux, parce que nous sommes ensemble. Ouais, c'est autant de choses. C'est pour dire que nos parlementaires ne sont pas encore arrivés. Ils n'ont pas encore atteint la vitesse de croisière. Pourquoi ils n'ont pas atteint la vitesse de croisière? Parce que ils ne sont pas élus. Merci. Ils sont décrétés élus. Merci, Roland Parfait Boudé. Jean de Dieu Vouna, je me tourne vers vous. Je vois déjà votre grand sourire. Mais moi, je continue mon enquête ou alors mon ressenti via vos propos sur justement ce qui pourrait être une plus-value des parlements sur le continent. On sait bien évidemment qu'ils sont présentés comme un pouvoir censé normer la vie des populations, censé aussi réguler le plein exercice de l'exécutif. Mais aujourd'hui, on a l'impression, à bien y regarder, qu'ils sont plutôt des accompagnateurs actifs ou passifs de l'exécutif, sans que bien évidemment on puisse concevoir ou alors déceler un quelconque impact dans leur action sur le quotidien des populations. Monsieur Mbarga, c'est vrai que en fait, j'ai l'impression qu'on chute directement sur les parlementaires, mais qu'est-ce que dit les lois qui régissent, qui fondent le Parlement, ça doit sur quoi? Sur la loi fondamentale. Et voici ce que j'ai essayé de lire. L'article 5 de la Constitution de mon pays, le Cameroun, dit que l'autorité de l'État est exercée par le président de la République et le Parlement. Non, pas et. Le président de la République, le Parlement, pas et. Parce que je risque de dire et là, et ils vont dire que c'est ce que j'ai lu. C'est la souveraineté. C'est la souveraineté. L'autorité, la souveraineté qui est... Non, je dis l'autorité de l'État est exercée. Je crois que par le président de la République, le Parlement. Mais, voyez-vous, ces deux entités sont votées au suffrage universel direct secret. C'est ce que la Constitution dit. Mais lorsque vous arrivez au niveau de l'article 8, alinéa 12, il est écrit ceci. Il dit que, et c'est ça qui s'est passé en France, que le chef de l'État, par nécessité, peut se lever, consulter le gouvernement que le Parlement est censé contrôler et consulter les bureaux du Parlement et dissoudre le Parlement. Par nécessité, c'est dangereux. Voilà. Voyez-vous, nos parlements sont à l'image de ceux qui ont pensé la 5e République d'une nation et qui ont décidé de donner des indépendances à leur colonie. Et la même chose s'est passée dans une grande nation où un chef d'État s'est levé, n'a consulté personne et a décidé de dissoudre la carrière des hommes politiques qui ont été votés au suffrage universel direct par les populations. Vous vous rendez compte de la dangerosité? J'ai été voté comme toi, le chef de l'État, au suffrage universel. Et toi, tu te lèves, tu décides que ma carrière d'homme politique, de sénateur, de député, s'arrête là. Voilà la raison pour laquelle nos parlements ne peuvent pas avoir de l'autorité. Parce qu'elles sont sous l'autorité. La souveraineté dont tu as parlé est donc subordonnée à un individu qui est élu au même titre au suffrage universel que les députés. Pourtant, l'article 5 dit clairement que la souveraineté et l'autorité de l'État sont exercées par le président de la République et
et le Parlement. Comment peut-on donc comprendre que un peu plus bas, qu'on nous dise que une personne se lève, et voilà que quelqu'un s'est levé dans un grand pays, manquant de légitimité, a décidé d'arrêter la carrière des élus du peuple. Et vous parlez de démocratie? Nous, on est sur le continent africain. J'ai donc dit que c'est à l'image de ceux qui ont pensé la 5e République de cette nation et qui ont décidé de nos indépendances. Ça veut dire que nos textes fondamentaux sont façonnés à l'image de ce que... À la soumission. À la soumission de ce qu'un individu peut se lever et décider que vous n'êtes plus élu du peuple. Comment voulez-vous donc que cet individu qui est élu du peuple et que son élection dépend d'un individu puisse poser des actes qui vont porter? C'est pas possible. Comment voulez-vous que, toujours, notre constitution dit que la chambre haute et la chambre basse ne peuvent pas siéger en congrès. Ils ne peuvent le faire que si le président de la République les convoque. Ça veut dire que quand nous avons une crise comme dans le Nozo, les chambres ne peuvent pas s'auto-saisir pour décider des questions de souveraineté. Oui. La raison pour laquelle on peut constater que tous ceux qui regardent les uns et les autres ont dit que le football, il y a une convention qui est là, qui pose problème, ils ne peuvent pas se saisir. Il faut que ce soit le chef de l'État qui les convoque en congrès pour les communiquer. Et c'est précisé qu'il donne la communication. Mais la question est la comment s'ils ne peuvent pas se siéger en congrès, c'est-à-dire que la chambre haute et la chambre basse décident que bon, il y a tel problème dans le pays, nous allons s'asseoir. S'ils ne peuvent pas le faire, qui va le faire? C'est pour ça qu'ils sont inefficaces. Parce que les uns et les autres l'ont dit, ils sont une chambre d'enregistrement, oui, mais qui est subordonné à un individu qui a été élu au suffrage universel direct comme eux. Et c'est un paradoxe que moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais que je ne comprends rien. Je ne sais pas comment, mais j'ai compris que c'est à l'image de la France, puisque un individu s'est levé et il a dissous. Vous tenez vraiment, est-ce que c'est Paris qui décide comment... Non, c'est pas Paris qui décide, c'est comme nous, tout est calqué. Je vous présente là, et le politologue, M. Menou, a dit que nos parlements ont un problème de gouvernance, d'idéologie de gouvernance. Ce n'est pas un problème de texte ou de ceci. Ce dont je développe ici, c'est que le texte fondamental ne donne pas le pouvoir légitime au Parlement de pouvoir s'exprimer. C'est ce que j'essaie d'expliquer sans être constitutionnaliste. Mais c'est ça qui est vrai. Et si donc je suis député, et il a souligné un autre problème, on dit dans le texte fondamental, on est député de la nation. Pourtant, c'est une zone c'est une région et une zone qui t'ont élu. Un département qui t'ont élu. Comment donc on devient directement... On part de la région pour devenir député de la nation. C'est des choses que parfois il aurait fallu qu'il y ait un constitutionnaliste. Peut-être le politologue pourra nous éclairer pour que on comprenne. Moi, je me pose seulement des questions, mais je me rends compte que nous avons des parlements de subordination néocoloniale. Merci. Qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune légitimité, qui n'assument pas la légitimité du peuple et qui ne peuvent pas le faire parce que la loi fondamentale ne leur permet pas de le faire. Il ne faut pas en vouloir à ces jeunes, à ces gens qui se battent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir... Par exemple, le Sénat est représenté par des chefs traditionnels. Comment un problème de région peut se poser, par exemple, les questions de Marba entre les tels et les tels, les questions du nausée, sans qu'on ne saisisse les patriarches, comme il a souligné tout à l'heure là, c'est-à-dire il a parlé on les appelait comment, les assemblées à l'époque, c'est-à-dire des patriarches, des chefs qui s'asseyaient pour pouvoir décider, pour pouvoir juger. Mais partout on a des problèmes de communauté. Telle communauté est contre telle autre communauté, telle communauté est comme l'autre telle communauté, et jamais le Sénat ne se prononce. Pourtant on a des rois au Sénat, c'est-à-dire des chefs de communauté qui peuvent s'asseoir. Merci à Dieu. Jamais on ne les entend. Prenons une réaction. Je vais privilégier celles qui nous viennent de hors du Cameroun, justement pour avoir un vécu sur justement. Prenons celle-ci. Elle nous vient de Libreville. C'est au Gabon. Bonsoir chez vous.
Le Parlement en Afrique francophone est juste un rassemblement de personnes que l'on veut juste récompenser. En gros, c'est des mangeurs officiels car ils ne peuvent rien apporter dans nos pays. Et le téléspectateur s'appelle Georges II Bekale Meyo depuis Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir à vous de ce côté. Prenons une autre réaction. Bonsoir Stéphane Baga. Permettez-moi également de saluer vos panélistes et tous les téléspectateurs de Ouro Africa. Les parlements en Afrique, comme partout dans le monde, sont nécessaires. Leur forme monocamérale, bicamérale est fonction des attentes qui sont placées en eux. Le souci en Afrique n'est pas lié à la forme des parlements, mais plutôt au profil des parlementaires. Lorsque nous questionnons le profil de nos parlementaires, nous pouvons parfois nous demander s'ils ont suffisamment de volume pour être une force de proposition. Dans des pays sérieux, les parlementaires ont des cabinets qui les accompagnent dans l'implémentation de leurs projets. Est-ce le cas chez nous? Les budgets qui leur sont alloués servent à exécuter des micro-projets qui très souvent n'ont pas une véritable plus-value sur le bien-être des populations. Merci à vous, Jean-Marcel Essomba. Jean-Maurice Mbok, je me tourne vers vous. Un autre exemple peut retenir l'attention. On a vu récemment le président Tshisekedi de RDC qui a été attaqué par des mercenaires qui en voulaient à son pouvoir. On a vu en filigrane, en parallèle au même moment, la résidence de Vital Kamerhe, hier opposant, qui aujourd'hui semble s'être rallié au régime. Beaucoup ont murmuré que cette attaque contre la résidence du proche conseiller, comme il était alors appelé de Tshisekedi, était due au fait que une place dans un deal au Parlement lui était réservée, et quelques jours plus tard, on a vu l'élection au Parlement. Vital Kamerhe est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce type de parcours dans l'accession justement au perchoir à l'Assemblée peut être de nature à susciter un impact ou alors une redevance vis-à-vis des populations? Lorsque l'on vous dit que la place de président, vous êtes dévoué, il suffit de faire un deal, par exemple. Mais, Stéphane, à la vérité, en Afrique, nous sommes rattrapés par notre réalité. On a un saupoudrage de démocratie qu'on présente à l'Occident, qui nous a envoyé ce vêtement-là. Il y a la réalité du royaume. La majorité de nos chefs d'État sont des rois. Et le roi décide. C'est des rois et le roi décide. C'est pour ça que le roi peut décider que tel est député et puis président de l'Assemblée nationale. Et il l'est. Parce que la machine est faite de manière à ce que le roi contrôle toute sa structure. On peut faire un député, on peut le défaire. On peut faire un sénateur, on peut le défaire. C'est-à-dire que même la logique de cette élection est encore arrangée de manière à ce que le roi puisse tout tenir et tout contrôler. Ce qui fait donc que, comme on est des grands hypocrites en Afrique, c'est que nous sommes une chose et on présente autre chose. Et on donne l'impression aux populations et aux naïfs, parce qu'il faut être bien naïf pour beaucoup d'années après croire qu'un député a la latitude et la liberté de dire ce qu'il veut. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Je vous prends une anecdote. Allez-y. L'ancien ministre en charge des relations avec les assemblées, qui était mémoire Amadou Ali, quand il était à ce poste, quand il y avait une loi qu'il fallait débattre ou voter, la rumeur dit qu'il s'asseyait tout en haut et il observait tous les députés. Ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, au point où votre position ne compte pas. C'est la position du parti qui compte. Donc quand vous venez en réunion, on vous donne un mot d'ordre. Et c'est ce mot d'ordre-là que vous exécutez. Ce n'est pas qu'une affaire du RDPC. Le SDF a fonctionné comme ça. L'UNDP a fonctionné comme ça. Tous les partis qui sont rentrés dans l'Assemblée nationale se sont rendus compte qu'on est encadré par des rois et on donne l'impression d'être des démocrates. Alors, faisons la démocratie du roi. Et le politologue le disait, c'est ce que le chef décide qui se fait dans l'ensemble de la chaîne. Donc aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RDC, que ce soit partout, vous allez vous rendre compte que c'est le chef de l'État qui fait nommer son contrôleur. Parce que l'Assemblée nationale est censée être son contrôleur. Oui. C'est lui qui fait nommer son vérificateur. Mais dites-vous bien que si c'est moi qui vous mets en mission et vous venez me contrôler,
on sait comment le contrôle va finir. Parce que vous faites des missions indépendantes. Donc le problème, tout le monde l'a dit ici, on n'a pas un problème fondamental avec la fonction de parlementaire. Ce n'est pas un problème. C'est censé remplacer la notabilité, l'arbre à palabre, et traiter fondamentalement des véritables problèmes des Camerounais. On a donc l'impression, parfois j'ai envie de demander même comme ça pour lui, Stéphane Barga, ces députés-là, qui les contrôle? Qui se rassure de leur effectivité? Qui les évalue? Justement parce que c'est fait à dessein. Si on pouvait les évaluer, ça allait nous dire quelles sont leurs difficultés et ils allaient avoir une plateforme pour s'exprimer. Tous ces députés ont des cabinets. Mais c'est des cabinets muets. Vous avez l'impression... Si, ils ont des cabinets. Regardez simplement leurs lettres. Regardez leurs papiers en tête. Honorable tel, cabinet du honorable tel. Ils ont des papiers en tête. Allez savoir si ce n'est pas des cabinets dans les mallettes. Ça, c'est un autre sujet. Mais ils ont des cabinets. Ils sont censés avoir des cabinets qui communiquent sur leur action, leur activité et possiblement les divergences qu'on peut avoir. Puisque les populations, les populations qui sont censées questionner le travail parlementaire et qui très souvent ne savent même pas que c'est leur rôle, que c'est leur droit, laissent les parlementaires en paix au point où, quand on vous contraint à l'intérieur de voter une loi, quand vous allez sortir, vous allez rentrer chez vous à l'aise, personne ne vous pose des questions. Donc au fond, vous-même n'êtes redevable de personne et de rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les députés qui sont là, certains ont fait 20 ans. Parfois, on ne les connaît même pas. Certains, on ne les connaît même pas. Tu te rends compte que, ces députés, parfois, c'est leur macaron qui te rappelle que, celui-ci, ok, c'est possiblement. On ne les connaît pas. Parce que c'est des députés d'un parti. C'est des députés d'un parti politique qui font la volonté du parti politique et non l'exécution des besoins des populations. C'est pour ça que les micro-projets, par exemple, quand vous entendez les montants qui leur sont alloués, et vous cherchez où c'est implémenté, vous ne voyez pas. Ce n'est même pas à nous de chercher, c'est eux qui devaient communiquer pour nous rendre compte, à nous les populations, si jamais on les avait votés. Mais parce qu'à la réalité, on ne les a pas votés. Ils sont libres, ils savent même qu'ils dépendent de celui qui les a votés, justement. Donc s'il faut obéir à quelqu'un, ce n'est pas à nous. C'est à celui qui le met là. S'il faut respecter quelqu'un, ce n'est pas nous. Parce qu'on n'a même pas le pouvoir de coercition. Essayez de bloquer un député. Parce que tu ne sors pas de chez toi. C'est la police qui va vous ramasser 5 minutes après. Parce que même le policier ne sait même pas que c'est mon droit de poser la question à un député ou à un sénateur. Lui-même, il est aux ordres. Et il pense donc que tous les Camerounais sont aux ordres. Donc tout est renversé. Et je parle du Cameroun, c'est pareil partout en Afrique. Oui. C'est Fambaga, on a des rois qui doivent, un temps soit peu, se parler. Et j'ai dit, retournons au royaume. Retournons au royaume. Parce que les populations qui sont sous un roi savent quand même que c'est le roi. C'est le roi. Et on n'a pas de droits. Le roi a tous les droits sur nous. On ne peut pas me dire que j'ai des droits. Et quand j'essaie de revendiquer mes droits, on me tape dessus. Le droit à la grève. On est censé l'avoir, Paul Stéphane. Mais essayez de vouloir l'exercer. On vous tape dessus. Parce que le roi a décidé que on ne fait pas ce qui est écrit dans la Constitution ou dans les textes. On fait ce que moi je dis. Donc, nous souffrons d'une hypocrisie dans la gouvernance qu'il faut simplement corriger. On le dit tout le temps ici, ce modèle-là n'est pas le modèle africain. Le modèle de démocratie qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas le modèle africain. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il est élu, chef de l'État. Il est le patron du pays. Et quelqu'un dans une assemblée va se lever pour dire que, dis donc, tu n'as pas travaillé. Si tu continues comme ça, on va te bloquer. Le citoyen même ne l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire que dans la mentalité du citoyen, il n'entend pas qu'un député puisse bloquer. Regardez comment ça fait un scandale, que les députés à l'Assemblée nationale du Cameroun se fâchent, bloquent la parole, empêchent qu'on parle, et j'entendais les journalistes même s'offusquer, que c'était devant le PM. Il a osé faire ça devant le PM. Et ils ont chuté en disant, il a brisé sa carrière politique. Vous voyez comment le citoyen lui-même sait que c'est le roi qui est devant lui. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député. Non, c'est le roi. C'est le roi qui est devant lui. Et si les Africains ne se parlent pas en vérité, nous sommes là à la croisée des chemins.
notre premier sujet nous rappelle Oui. qu'ailleurs on nous met déjà dehors. Ils ne veulent plus de nous. On doit arranger notre maison. Oui. Si donc on n'arrange pas notre maison et on continue à faire l'hypocrisie gouvernementale, au lieu de se dire, mes amis, je crois qu'il faut qu'on rentre, les républiques là, qu'on revoie un peu ça. On rentre dans notre fonctionnement naturel, fondamental. Une fois qu'on est rentré là, c'est là qu'on peut suggérer au roi que au roi, vie à toujours, on a besoin de route. Au roi, vie à toujours, on a besoin d'eau. Mais quand vous commencez à vouloir lui mettre la pression, le roi se souvient qu'il est roi. Et il va donc utiliser tout son arsenal pour vous faire taire. J'ai envie de dire qu'on va dire tout ce qu'on va dire, mais ces députés-là même, dans ce contexte, ont quelle capacité de s'exprimer, de se défendre, de faire un blocus. C'est pour ça que la majorité de ces chefs d'État veulent la majorité absolue dans les parlements. Pour que, une fois qu'on a la majorité absolue, ça passe. On dort tranquille. Parce que tout ce qu'on a décidé depuis le roi et toute sa structure, on viendra seulement vous présenter ça. Donc c'est une chambre, le politologue a une chambre d'enregistrement. Donc on a des chambres d'enregistrement, mais revenons un peu et réalisons que nous sommes dans un continent en chantier. On a des enfants, on a des petits-enfants, la démographie explose. Si on continue à jouer à ce jeu, il dit non, il doit venir faire 7 ans, il part. Il dit non, il doit faire 2 mandats, il part. Ce n'est pas notre façon de fonctionner. Il faut donc qu'on rentre dans la réalité et qu'on se parle. Sinon, à vouloir jouer à ce jeu-là, on va se casser la figure. Parce que j'ai l'impression que nos gens dans les assemblées, chambre haute, chambre basse, et Paul Stéphane le disait, sont assis là, ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Pourtant, nous savons tous qu'ils sont supposés initier. Mais ils vont initier quoi? Puisqu'ils savent que tout ce qu'ils initient, on met à la poubelle. On ne prend que ce qui vient d'en haut et on leur dit, vous allez travailler sur ça. Ils n'ont aucun moyen de communiquer avec la population parce qu'on a l'impression même qu'ils ont l'interdiction de le faire. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont interdit de communiquer. De la moindre initiative? De la moindre initiative. Parce que le roi n'a pas voulu ainsi. Il faut donc que nos leaders, nos patrons, nos boss là, vraiment aient l'honnêteté de nous dire que rentrons au royaume. Je vous assure qu'on va le comprendre. On ne va pas le contester. Merci. Mais au moins, on vivra mieux. Merci. Prenons des réactions comme elles arrivent. Bonsoir le panel. Les parlements en Afrique ne sont que des microstructures de rétribution de richesse. Que fait la photo du chef de l'exécutif au Parlement? C'est tellement une coquille vide que les mots manquent. Inféodés à la politique, les parlementaires ne sont que des exécutants de la discipline et consignes du parti. Le contrôle de l'action du gouvernement est un jet truqué et c'est le peuple qui est moqué. L'Afrique mérite mieux. Une reconfiguration s'impose dans le modèle actuel parlementaire africain. C'est ça. Merci à vous, Aristide Soie, pour la contribution. Prenons celle-ci. Bonsoir, chers panélistes. Il faut savoir que le Parlement en Afrique est sous le commandement du pouvoir. Par conséquent, ils ne peuvent rien contrôler. C'est des marionnettes des chefs d'État. La question est celle-ci. Quelle est la plus-value dans un État? Rien qu'une charge pour le peuple. Merci à vous, Dieudonné Debo, depuis Libreville au Gabon. Paul Stéphane Menunga. Alors, comparaison n'est pas raison. Essayons de voir ailleurs, hors du continent. Mais nous avons quand même des parlementaires au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, avec une reine, comme Jean-Maurice Mbok voulait qu'on rentre au Royaume. Mais là-bas, les parlementaires semblent faire leur travail. On voit souvent des débats très houleux, où même des gouvernements sont mis en quarantaine. On provoque même la démission de certains premiers ministres. Qu'est-ce qui fait la différence de façon technique entre ces parlements-là et ceux sur le continent africain? La première différence, c'est la culture politique du parlementaire Exact. et la culture politique de l'électeur. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous-mêmes, nous sommes responsables aussi quelque part de ce qui nous arrive. Exact. On ne force personne de voter un député. Toi-même, tu pars souvent à l'urne. Tu choisis la flamme. Tu mets ça dans l'urne. Pas particulièrement, on peut aussi choisir. C'est la plupart des députés. Le cabri ou le mouton. C'est l'exemple. On n'attache pas souvent un électeur quand il va dans l'urne. Puisqu'il n'a donc pas de culture politique, en réalité, il ne se rend pas souvent compte de l'acte qu'il pose. Et après, il fait encore 5 ans sans voir son député.
Et par la suite, il va encore voter le même député qui lui a été imposé. Et quand bien même un parti dit de l'opposition va dire que bon, je viens m'installer dans ta localité pour secouer un peu le député qui ne travaille pas chez toi là. Il est encore le premier à combattre Le même député. l'opposant qui veut venir s'installer pour secouer le député qui est dans sa localité pour que le député puisse travailler. Donc vous voyez que quelque part, il y a la culture politique du citoyen, culture politique très basse, et la culture politique du parlementaire. Parce que ailleurs quand même, il y a un certain niveau de culture politique qui fait que le parlementaire place la République au-dessus des intérêts d'un parti politique. Il y a les lois qui, même quand ça vient de votre parti, vous ne votez pas ça parce que vous avez placé la République au-dessus du parti politique. Et je sors en disant que le Parlement est très important dans une démocratie représentative. En réalité, elle est à la bonne gouvernance ce que le sang est au corps humain. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Parce que c'est le Parlement, en réalité, qui contrôle l'action du gouvernement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on a dit qu'on veut construire le stade d'Olembe. Parce qu'il faut bien expliquer, puisque tous les Camerounais ne peuvent plus se regrouper dans un endroit pour discuter du projet d'Olembe, les Camerounais ont voté 180 députés qui doivent discuter ça au nom des Camerounais. Ça veut dire que c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que quand ils se réunissent, ils doivent savoir qu'en réalité, ils représentent 30 millions de Camerounais. Ça veut dire que quand le projet n'est pas exécuté, parce qu'il a cité une partie de la Constitution, ils doivent appliquer l'autre partie de la Constitution. Le Parlement peut pousser le gouvernement à la démission. Oui. Parce que ce qu'il a évoqué dépend du régime politique. Dans le régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est rigide, elle est stricte. Ça veut dire que personne ne peut démissionner l'autre. Or, dans des régimes parlementaires ou semi-parlementaires, il peut arriver que l'exécutif dégage le Parlement et il peut arriver que le Parlement dégage le gouvernement. Ça, il a peut-être omis d'expliquer ça. Donc, ça dépend des régimes politiques. Au Cameroun, le Parlement a la capacité de démissionner le gouvernement. Mais on a eu des scandales. Le Parlement ne s'est pas prononcé. On a eu Covid-Gate, Can-Gate, Olembe Gate. On a quand même vu un député qui a essayé de remettre un peu une graine de sable, ça ne représente rien. Donc vous comprenez donc que les populations sont responsables de ce qui leur arrive. Parce que c'est la population en réalité qui donne souvent une majorité obèse à un parti politique que je ne vais pas citer ici. Et ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'on gouverne avec les lois dans un pays. On ne gouverne avec rien d'autre. Ça veut dire que quand quelqu'un contrôle votre Parlement et il a encore le pouvoir exécutif et il a encore des députés qui ne se soucient pas de vous, ça devient très dangereux parce que contrairement à ce que mon grand frère a dit, j'ai envie de lui dire que quand vous faites une interprétation extensive de la Constitution, le Parlement peut. On dit que l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Ça veut dire que l'Assemblée nationale peut se lever et dire que j'initie une loi sur le SMIC. Ça va passer. C'est ça l'interprétation extensive de la loi. L'Assemblée nationale peut se lever et dire qu'aujourd'hui, j'initie une loi sur je ne sais pas trop quoi. Le Sénat, par exemple, peut dire que j'initie une loi sur l'amélioration des 15% qu'on alloue aux maires. C'est la responsabilité du Sénat d'initier la loi. On n'a pas défini comment la loi doit être initiée. On a dit elle appartient concurremment à l'exécutif et au Parlement. Et alors, si on a des parlementaires qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, il faut arrêter de les dédouaner. Et une autre incongruité, je sors par là. Mais c'est une grosse connerie que je vois au Cameroun. La mission d'un parlementaire, ce n'est pas les micro-projets. Le parlementaire a deux missions fondamentales. Même au ciel, c'est ça la mission du parlementaire. Il vote les lois, il contrôle l'action du gouvernement, il n'est pas là pour les micro-projets. C'est une invention camerounaise qu'il faut tout de suite détruire et bannir. Parce que les 10 millions et les 8 millions qu'on leur donne là, ça ne rentre pas dans leur mission fondamentale. Le travail du parlementaire, c'est quoi? Paul Stéphane, lorsque dans votre village, on dit qu'on ne voit pas le député, et qu'il est dur, qu'il ne donne rien. C'est justement la mauvaise socialisation politique. Le travail du député, c'est de faire quoi? C'est de prendre le budget de l'année, se rassurer que les projets qui ont été votés en Cometou ont été exécutés par le gouvernement. Il doit veiller à ce que les projets
qui ont été adoptés soient exécutés. Ça veut dire que dans le projet de 2024-2025, on a dit qu'on va construire un centre de santé. Il est derrière le ministre de la Santé. C'est ça son travail. Son travail, ce n'est pas d'aller prendre 8 millions pour les micro-projets et dire qu'il va construire un forage. Ce n'est pas, justement, ce n'est pas la mission du parlementaire. Merci. Son travail, c'est de se rassurer que les lois qui sont votées sont des lois qui sont là pour l'intérêt général. Et une autre grosse incongruité. Vous vous rappelez qu'à un moment, on a voté une loi ici sur les téléphones portables. C'est quand les populations ont commencé à bavarder que le président s'est rendu compte qu'en fait, son parlement a adopté quelque chose sans réfléchir. Et le président était obligé d'annuler d'abord la loi. Vous vous rappelez de cette loi des téléphones portables où chacun devait commencer à payer lui-même ses impôts. Voilà des parlementaires qui, 180 députés, ils ont voté ça. C'est quand les populations qui ne sont pas les députés ont dit que mais ce que vous avez voté là, c'est une connerie. C'est là où le président lui-même fait donc le rétro-pédalage en disant que suspendons d'abord l'affaire là. Vraiment, les députés, si vous ne m'aidez même pas trop dans mon travail. Donc vous comprenez que le véritable problème de nos parlements, c'est le citoyen qui manque de culture politique, le parlementaire qui manque de culture politique, et comme il a appelé comment il a appelé le roi. Le roi aussi qui ne veut pas lâcher son pouvoir. Voilà le problème de nos parlements. Merci Paul Stéphane Mulunga. Je donne rapidement la parole à M. Vouna avant que M. Baudin ne réagisse. Moi, Paul Stéphane a raison. Oui. Que le Parlement peut initier des projets de loi. Mais il n'a pas, lui-même il a souligné qu'on n'a pas dit comment, justement. Non, il y a le comment. Hein? Il y a le comment. Bon, maintenant, et si après, à 17h, on suspend on dissout le Parlement, qui a décidé que le SMIC c'est un cas exceptionnel. Écoutez, il n'y a pas d'exception lorsque le roi, comme quelqu'un a appelé, sans que vous voulez enlever sa légitimité. C'est ça, il vous balance. Il vous balance. Je dis donc que c'est une incongruité simple. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ne prennent pas l'initiative d'engager, parce que à 17, quand vous finissez à 16h ou à 15h, que vous avez initié qu'on augmente le SMIC et que le problème de nos eaux ou alors le problème de ceci ne va plus se passer. À 17 ans, on vous dissout, comme on l'a fait. Est-ce que vous savez que je regardais un média français où les politiques françaises disent qu'il n'a consulté personne, peut-être même pas le Premier ministre. Il ne l'a pas consulté. Donc, les députés même de sa mouvement, de sa coalition disent, mais attends, c'est une rupture de carrière. Une rupture de canon, quelqu'un peut se lever un matin, et il l'a bien expliqué, en roi, et décide que vous avez décidé du SMIC, et vous n'existez plus. Mais je te rejoins même dans ce sens-là. Oui. Qui promulgue ces lois? C'est encore lui. C'est le roi. Donc si vous initiez même, ça va revenir d'abord. Voilà, si vous initiez même le SMIC, l'augmentation du SMIC, et qu'il dit que ça il jette à la poubelle. Mais à la poubelle. Et il vous débarque à la suite, et demande que dans les 2 mois et 1 mois qui suivent, il y a un politicien français qui disait clairement que il aurait pu donner 2 mois au Premier ministre de faire des consultations et qu'en décembre, en septembre, il convoque les élections. Mais il s'est levé vers le pouvoir du roi. Du roi comme nous. Et on parle de démocratie. Mais c'est 30 secondes. 30 secondes. Paul Stéphane parlait d'incongruité. Je veux rappeler également cette incongruité. Oui. Comment vous me dites que c'est moi qui décide, mais il faut d'abord que c'est l'autre qui publie ce que j'ai décidé. Donc pour qu'il publie, pour qu'il promulgue, il faut qu'il valide. Donc là encore, c'est une incongruité. Si vous décidez, mettez à l'exécution. Voilà. Mais il faut d'abord tout faire, renvoyer chez le roi. Donc c'est le roi qui dit ça passe ou pas. Donc finalement, on n'a qu'un seul roi. Monsieur, vous allez poursuivre et chuter si possible. Donc, j'étais disant que je comprends qu'on nous dise que la Constitution dit qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas de manière pratique. Parce que rien que l'article 8, alinéa 12, dit qu'il n'y a pas de pouvoir, que cette chambre, du moins le Parlement ne peut pas être efficace. Parce qu'il y a un homme qui décide de sa survie. Et nous avons l'exemple dans une grande puissance, qu'un homme a décidé, il a dit, moi j'ai dépensé mon argent pour battre campagne en Comtou et devenir député. On m'a élu au suffrage universel direct, comme lui. Et secret. Et secret, comme lui. Et lui décide que ma carrière d'homme politique s'arrête là. Et demain en Comtou,
on prend une autre personne, on me met de côté, je ne suis plus député, ou encore je ne suis plus député. Vous vous rendez compte d'un tel pouvoir, et comme disent que nous sommes en démocratie. Merci. Là, il faut être franc. Le docteur Mbok l'a dit, mieux vaut, il faut repenser, pas le type de parlement, mais le type de gouvernance, l'idéologie de gouvernance. Refonder nos institutions au travers des constitutions qui riment avec notre vivre ensemble, nos us et coutumes, la manière qui nous convient de se gouverner et de gérer la société. Sans cela, nous aurons toujours des crises post-électorales. Merci Jean-Dieu Vouna. Monsieur Baudet, vous êtes le politique sur le plateau. Le mot de la fin, certainement, vous reviendra. Alors, urgence de réforme, qu'est-ce qu'il faut faire? On change tout, on dissout tout, on rentre au royaume. Qu'est-ce qu'on fait alors que nous sommes censés être en démocratie? Je vais articuler mon propos, le dernier peut-être, comme vous l'avez dit. Rapidement. 3 points. Le premier point, je veux prendre la loi de finances. La loi de finances est votée au Parlement, je crois. Et cela signifie que chaque député peut connaître l'enveloppe budgétaire d'un ministère. Il y a toute une commission qui s'occupe de ça. Il peut même connaître les chapitres et même les sous-chapitres. Mais observez, il y a des copies dans la poubelle. Comme Carrefour Coron. Il y a des copies dans les nids de bébés éléphants. Parce qu'il y a n'a plus de route. Mais personne ne s'offusque. Personne ne s'inquiète. Personne ne parle. Mais les députés à l'Assemblée nationale, même 2, c'est-à-dire que 2 députés dans une formation politique peuvent se lever, se rendre dans tel ministère. Je prends l'urbanisme comme je parle de la cité capitale. Oui. Notre cité capitale. Même Bastos, qui était une référence pour nous quand nous étions tout petits. Quand je passe à Bastos, maintenant je pleure. Je dis, mais ça, c'est ce que nous, on appelait Bastia. On appelait Bastia, c'est-à-dire qu'on savait que c'était très beau là-bas. Maintenant, on ne trouve plus rien. Maintenant, sur l'autre point, vous savez, moi, j'ai toujours été partisan du conservatisme. Je suis un conservateur pur et dur, mais simpliste aussi. J'ai toujours pensé que, comme le docteur Evona l'a si bien défini, les démocraties néolibérales, elles ne nous ont apporté que de la poudre aux yeux. Nous pouvons rétablir notre système souverain. On avait un roi et l'Ouest peut constituer une assemblée, l'Est, le Sud, le Centre, et c'est ces assemblées qui ont la charge. Quand il dit assemblée, c'est le mot ecclésia qui signifie les appeler. Oui. Oui. On appelle donc ce qu'on estime avoir une autorité, une sagesse et peut-être aussi une intelligence à penser. Il faudrait que nous sortions du modèle occidental. C'est pourquoi j'ai dit un jour sur ce plateau, je vous en prie, j'ai dit un jour sur ce plateau que pour moi, le pouvoir du roi ou du chef ne doit pas être limité ou déterminé. Bon, les gens avaient trouvé qu'un opposant qui dit ça, et puis, non, il faudrait bien que nous sortions du modèle occidental. Le modèle occidental nous a plombés. C'est pourquoi vous voyez le docteur Evina, le politologue, et même le docteur Jean Moïse, tous s'offusquent de ce que je te donne la chèvre, mais je tiens la corde. Merci Roland, parfait. Et Baudet, c'est ce qu'on pouvait dire concernant justement cette problématique inhérente au Parlement sur le continent africain. Chacun
aura pu se faire son avis sur la nécessité ou non de ces entités dans nos vies sociales et même politiques. Mesdames, Messieurs, retrouvez-nous lundi prochain lorsque ce sera 21h à Yando, Cameroun, pour une autre thématique problématique africaine, justement, qui mettra toujours le développement et l'émergence économique du continent en avant. Bien le bonsoir. Whoa, 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 whoa.